Alors, nous avons invité Mathieu Bellacel pour qu'il nous raconte et nous explique ce qui est survenu dans le pôle de psychiatrie dont il était responsable, donc il était chef de pôle comme médecin, dans la période du Covid. Ça illustre malheureusement toutes les déviations, les dérives de cette période du Covid. Mais ça rentre en résonance avec ce dont on a abordé largement ce matin, c'est-à-dire cette politique de casse et de désorganisation et de mise au chaos des services. Et de plus, avec une chose très spécifique, puisque la psychiatrie est une médecine à risque de déviance, d'abus, et c'en est la forte illustration. Donc je te laisse la parole, Mathieu. Merci déjà de m'avoir invité. Je vais vous raconter peut-être en préambule en fait comment j'ai rencontré Cyril, puisque il y avait eu un appel qui a été lancé au moment du premier confinement, c'était en avril 2020, sur une idée de plainte collective là, par rapport aux autorités. On avait organisé des conférences téléphoniques là, et donc on était, je crois, 42 ou 45, je sais plus, à avoir porté plainte. Et moi j'avais été entendu à la gendarmerie par ça, dans cette affaire-là. En fait, au même moment, donc moi j'étais médecin-chef d'un pôle de psychiatrie adulte en banlieue parisienne. La ville c'est Asnières-sur-Seine et l'hôpital c'est l'hôpital Roger Prévost à Moisselles, qui est en direction commune avec le CAGE de Nanterre. Bon. Donc j'étais médecin-chef, et en fait au moment du premier confinement il y a une unité Covid qui s'ouvre dans l'hôpital. Tous les patients qui arrivent sont confinés pendant 3 jours ou 14 jours s'ils ont le Covid, sauf qu'on verra après que le confinement en fait était un isolement psychiatrique, c'est-à-dire que la différence c'est que la porte était fermée à clé, voilà. Tous les patients en hospitalisation libre ou sous contrainte, tout le monde était enfermé. Donc premier mail, 18 avril 2020 à la direction en disant là ce que vous êtes en train de faire, vous confondez confinement sanitaire, isolement psychiatrique, c'est grave. Pas de réponse des autres médecins-chefs aussi, et puis de l'ensemble de la direction. Dans la nuit du 8 au 9 mai 2020, c'est un jour férié, donc il y avait 2 patients qui avaient de la fièvre dans le service, alors pas l'unité Covid, mais dans le service d'Asnières. Et en fait, il n'y a pas eu d'enquête administrative, donc on ne saura jamais, mais toujours est-il que les serruriers, en plein milieu de la nuit, ont transformé les verrous de confort en verrous d'enfermement dans le service. On avait milité pour que les patients puissent s'enfermer eux-mêmes dans leur chambre, parce que c'est leur espace intime, quoi. Bon. Et en fait, les serruriers ont été appelés, peut-être par le médecin de garde, peut-être par la direction de l'hôpital, en tout cas, ils ont été appelés, donc il y a eu ce renversement. La médecin de garde, le 8 mai, le lendemain férié, elle est convoquée par la direction et dit il faut absolument que vous alliez prescrire les enfermements. C'était une jeune psychiatre, hein, et elle a dit mais c'est illégal votre truc, je le ferai pas. Menace, si vous le faites pas, mise en danger de la vie d'autrui, on prévient l'ARS et tout ça. Elle cède pas et les patients donc sont réouverts. Le lendemain, elle m'appelle et elle me dit voilà ce qui s'est passé. Alors là, ça commençait à faire beaucoup. Du coup, j'appelle la présidente de CME qui était une pédopsychiatre qui je m'entendais bien. Et puis je lui dis écoute, moi je vais saisir le contrôleur général et privation de liberté parce que ça va bien. Là, on est quand même dans un huis clos qui pue. Donc j'appelle le CGLPL, j'avais le contact parce que vous savez, ils viennent dans les services de psychiatrie. Et puis nous, on était le seul service ouvert de l'hôpital. Hein, on reçoit les mêmes patients que les autres, hein, sous contrainte et tout ça. Et on est un service qui travaillait sans contention. Voilà, bon. Donc, le contrôleur, à l'époque, c'était Adeline Hazan, la contrôleuse des libertés. On fait une conférence téléphonique le jour même. Et le soir, il y avait une cellule de crise avec la direction. Et je dis à la directrice, écoutez, à mes collègues, j'ai saisi le contrôleur des libertés parce que ça va bien, quoi. Ce qui se passe est trop grave et on ne peut pas sacrifier les libertés fondamentales sur le droit à la santé tel qu'il a été prescrit dans le Covid à ce moment-là, quoi. Bon, et alors, là-dessus, le 14, je fais aussi un article 40, procureur de la République, puisque vous connaissez ça mieux que moi, hein, tout agent du public qui a connaissance d'un crime ou un délit en cours est obligé de le prévenir. C'est pas, il est conseillé, c'est une obligation. C'est-à-dire que tous mes collègues qui ne l'ont pas fait sont en tort pénalement. Voilà, c'est ça que ça veut dire.
Du coup, je fais un petit courrier au procureur de la République. Là-dessus, Adeline Hazan m'écrit un mot le 15 mai en me disant écoutez, oui, en effet, c'est un problème ce que vous racontez. Et elle rappelle dans un courrier détaillant les problèmes, quoi. Donc je transmets à la direction. Ce jour-là, arrive une lettre anonyme sur le bureau. Alors ça va rejoindre l'histoire du Rouvray, que je connais bien, puisque c'est toujours les mêmes trucs. Arrive une lettre anonyme signée les infirmiers de l'extra-hospitalier, disant que Bélacène, la CATSUP, le cadre sont dans l'abus de pouvoir. Alors les motifs d'abus de pouvoir, c'est que pendant le premier confinement, j'ai autorisé un psychologue, une psychomotricienne à faire des VAD pour tenir le lien avec les patients, c'est quand même grave. Des visites à domicile. Visite à domicile, pardon. Le deuxième, c'est que j'ai aidé les patients à créer un groupe d'entraide mutuelle, donc qui est un lieu d'autosupport pour les patients. Et le troisième, c'est que la médecin responsable de l'hôpital de jour et le psychologue, quand même, ils ont modifié la culture de travail. Parce qu'en fait, nous, on était dans un courant de psychiatrie, de la psychothérapie institutionnelle, qui est de dire, en fait, il faut qu'on arrive à faire que les patients nous disent ce qu'ils ont besoin pour se soigner. Et donc, on avait un petit peu transformé la culture de l'hôpital de jour et du secteur pour que les patients nous aident à construire l'outil de soins, quoi. Alors donc ça avait été vécu comme étant une remise en question d'un certain nombre de professionnels. Bon, il se trouve que ces professionnels qui ont écrit la lettre anonyme, bien entendu on sait qui c'est, c'était les gens qui arrivaient systématiquement 1 heure en retard tous les jours sur l'ambulatoire. On avait même modifié leurs horaires de travail pour qu'ils arrivent 1 heure plus tard, mais ils partaient toujours à la même heure que d'habitude. Et la direction de l'hôpital n'avait pas voulu trancher là-dessus. Ils avaient dit non, on a autre chose à faire. Bon. Le problème, c'est que ça laisse les patients dans la merde, et puis ça laisse les collègues des gens qui arrivent à l'heure dans la merde, et après ça fait tout un bordel dans le service, puisque des clivages, eux ils n'arrivent pas à l'heure, comment ça se fait, nous on arrive à l'heure, alors pourquoi? Bon, vous connaissez ça sans doute aussi bien que moi. Bon, donc cette lettre anonyme, j'apprendrai son existence mi-juin, au moment où il y a une enquête administrative qui est diligentée contre moi. Voilà, et alors il faut dire quand même que ça c'était le 15 mai, je vous ai dit. Le 25 mai, Adeline Hazan avec les contrôleurs des libertés viennent sur place et font une visite surprise. Et en fait, ils constatent tout ce qu'on avait dénoncé, quoi. Et ils nous donnent raison sur tout. C'est-à-dire que c'était abusif, c'est des pratiques illégales et indignes, il faut que ça cesse immédiatement. Et comme moi j'avais écrit le bouquin La révolte de la psychiatrie sur toute l'histoire du printemps de la psychiatrie avec le Rouvray, les Perchés du Havre, les Pinel en lutte à Amiens, etc. Vraiment tous les lieux qui s'étaient bougés, non pas sur des questions de revendications corporatistes ou syndicales, mais sur la revendication première de la dignité de l'accueil pour les patients. C'était quand même ça, hein, la grève de la faim au Rouvray notamment. Je savais comment ça se passait dans les autres hostos parce que j'avais un petit peu des échos, quoi, et que cette confusion isolement psychiatrique, confinement sanitaire était largement répandue. Bon, et puis donc la contrôleuse des libertés, elle a pris l'idée le 19 juin 2020 de publier une recommandation en urgence au journal officiel. Alors c'était la 5e qui concernait la psychiatrie. En général, quand il y a une recommandation en urgence, ça fout le bordel, hein, parce que c'est médiatisé. Alors là, par rapport à la question que vous discutiez tout à l'heure, la question de la médiatisation, de où peuvent venir les médias, où est-ce qu'on peut les faire rentrer, est hyper importante, parce que le seul truc qu'ils aiment vraiment pas, c'est ça. Les médias, ça les saoule. Bon. Et alors, du coup, donc moi, après cette affaire-là, il y a l'enquête administrative et tout, je suis mis de côté, j'étais quand même pilote droit des patients dans l'établissement. Forcément, quand l'HAS venait, le contrôleur des libertés, on était bien vu parce qu'on avait les portes ouvertes, on faisait plein d'activités avec les patients, on avait la durée de séjour la plus basse parce qu'on faisait des circulations beaucoup avec l'extra-hospitalier, enfin bon, voilà. Donc on faisait vitrine, quoi. Mais en fait, pour nous, c'était pas une vitrine, c'était une pratique basée sur l'éthique et la déontologie simple, quoi. Premièrement, ne pas nuire, quoi. Voilà. Et qu'en psychiatrie, premièrement, ne pas nuire, pour y arriver, il faut déjà travailler tout un tas de strates. Hein, et c'est là où je pense que c'est pas comme les autres spécialités médicales, c'est qu'il y a une culture asilaire en psychiatrie qui est quand même prégnante avant même que la médecine rentre dans la psychiatrie, quoi. Bon.
Voilà, donc moi je suis éjecté du groupe droit des patients. Les patients, quand même, eux, sont réouverts, l'unité Covid est réouverte et le monde revient à l'endroit. Mais il y a cette enquête administrative qui continue. Alors, ce qui est formidable, c'est quand même c'est une enquête où ils vont recevoir que les soignants pas contents et il va y avoir 25 collègues qui vont faire une courrier à la directrice en disant « Madame la directrice, on veut être reçu dans le cadre de votre enquête là parce que vous recevez que les gens qui sont pas contents. » Et la directrice répond « Non, ça nuirait à l'objectivité de l'enquête. » Bon, tout ça, c'est vrai, hein. J'ai des traces de tout. Bon. Donc, ça nuirait à l'objectivité de l'enquête. En fait, comme ils ont aboli l'inconscient, ces gens-là, l'inconscient n'existe plus, donc ils s'en rendent plus, forcément. Bon, alors ceci dit, donc moi je vois arriver le truc, et alors là c'est pareil que ce que vous racontiez tout à l'heure, là, c'est que à la fin des fins, je vous la fais courte, hein, je vais être destitué de mes fonctions de médecin-chef, et ils vont m'accuser de ce que je dénonçais. Ils vont m'accuser de mort de patients, de suicide de patients, de fugue, et puis sur des trucs vraiment infondés. Et voilà, avec un jour un directoire, il y a un document administratif qui arrive, situation du pôle d'Asnières-sur-Seine, alors là il y a un graphique, on ne sait pas d'où il sort, qui montre le taux de mort dans le service. Voilà. Et sans dire les gens sont morts de quoi. Et le sous-entendu, c'était qu'ils étaient morts de suicide. Bon. Pour la petite histoire quand même, à chaque fois qu'il y avait des patients qui décédaient, il y en avait beaucoup qui étaient sans proches, etc. Par exemple, à l'hôpital de jour, on organisait les obsèques avec les patients, quoi. Voilà, et le rituel du deuil, voilà, on essayait de le prendre collectivement, quoi. Donc, il y avait un patient comme ça qui n'avait pas encore de curatrice et qui est mort. Avec le club thérapeutique, les patients, etc., on avait organisé les obsèques de ce patient, quoi. Donc, c'est pour vous dire que la question des morts, on la prenait pas, c'était pas de la petite chose anodine, quoi. Bon. Bref, donc tout ça pour dire que à ce moment-là, quand la directrice, elle va déjà faire dégager ma CADSUP, sur un motif assez ahurissant, mais bon, je vous passe les détails. Hein. Bref, et un jour, il y a ce document qui arrive en directoire, et là, ça va passer dans toutes les instances de l'hôpital, mais nos paroles à nous, quand je dis nos paroles à nous, c'est quand même une bonne moitié du service, quoi, n'auront jamais eu le droit de citer. C'est-à-dire que, et c'est là où moi je me suis planté, sur la question des temporalités, une direction qui veut vous faire dégager, elle peut y aller très vite. Moi je pensais qu'avec, j'avais pris des avocats, au droit administratif, au pénal, machin, la temporalité juridique, judiciaire, ça prend c'est très long. Là, on va avoir une date enfin au tribunal administratif. Hein. J'ai été destitué en juillet 2021. Et au pénal, l'instruction est toujours en cours. Bon. Donc, ouais. Pénal, pourquoi ? Alors au pénal, pour plusieurs choses. Bon, pour harcèlement, dénonciation calomnieuse, et là, représailles envers lanceur d'alerte, parce que le défenseur des droits m'a certifié lanceur d'alerte en juillet. Donc pour la première fois en psychiatrie, lanceur d'alerte, donc voilà. Alors, au niveau des syndicats, ça c'est intéressant, l'UNSA et la CGT ont pris complètement fait et cause pour la direction, c'est-à-dire en disant oui, qu'on avait médiatisé, que quand même... Alors, les tracts syndicaux c'était pour se faire mousser médiatiquement qu'on avait fait ça. Bon, c'est le contrôleur des libertés qui avait médiatisé quand même. L'UNSA avait parlé d'ego démesuré, donc ça c'était ma psychanalyse, merci l'UNSA. Il y avait que l'UNSA, il y avait que Sud, les 3 syndicats dans l'hosto, et Sud qui avait tenu sur la question de on ne peut pas enfermer illégalement les patients n'importe comment. Donc c'était les seuls qui avaient fait ça. Et puis au niveau des syndicats de médecins, il y a l'USP avec qui on était. Et puis il y avait les associations de patients qui étaient à nos côtés. Et par contre, une autre association psychiatrique importante, c'est les familles, qui étaient du côté de l'enfermement, quoi. Parce qu'en psychiatrie, vous savez, dans la démocratie sanitaire, le terme usager, il n'y a pas de distinction entre usager famille et usager patient. Nous, on a fait un recours au tribunal administratif avec les patients pour dire est-ce que c'est normal que sur les sièges de la CDU, la commission des usagers, il n'y ait que des familles de patients.
Parce que les patients, ils gueulaient en disant « mais moi, mes parents, ils veulent tous m'enfermer, alors on n'a pas d'accord, donc il faut des contre-pouvoirs quand même. » Donc, on avait fait une requête au tribunal administratif, 4 ans plus tard, le tribunal administratif, en 2021, a dit non, dans la démocratie sanitaire, il n'y a pas de distinction entre usager famille et usager patient. Donc ça, c'est une question politique, peut-être à porter syndicalement aussi, ça serait bien dans la démocratie sanitaire, il y a une distinction. Bon. Bref, donc tout ça pour vous dire, alors finalement l'enquête administrative se termine plus de 9 mois plus tard, hein, en avril, et alors, comme moi dans la lettre anonyme que j'ai eu connaissance, on m'accusait quand même de délit, quand même, harcèlement, machin et tout, je demande une protection fonctionnelle. Bon. Et là, la direction de l'établissement dit on vous accordera la protection fonctionnelle si et seulement si vous mettez en place les recommandations de l'enquête administrative à charge, partielle et partielle, qu'on a fait contre vous. Alors, je dis non, en fait, la protection fonctionnelle, c'est un droit, en fait, c'est pas... Et donc ils l'ont refusé. Et donc ça fait partie du tribunal administratif du recours, quoi. L'autre chose, c'est que du coup, la direction dit on pense là, voilà, vous allez à votre destitution, mais c'est pas disciplinaire. Hein. Vous pouvez avoir communication, vous pouvez consulter votre dossier administratif. Hein, vous avez 15 jours. Alors là, mon avocat lui dit c'est une sanction disciplinaire déguisée ou quoi là? Parce que vous dites c'est pas disciplinaire, mais communication, vous allez lui envoyer quoi. C'est pas, il va juste le regarder, vous allez lui envoyer. Alors, ils m'ont envoyé le dossier. On fait une analyse du dossier, l'enquête administrative, j'ai eu tous les PV. Alors, d'abord, c'était assez amusant de voir qu'ils avaient fait des conclusions d'enquête qui, pour beaucoup, les gens ne disaient pas ça dans les auditions quoi. Et par ailleurs, les auditions elles-mêmes étaient problématiques parce qu'il y avait des gens qui avaient dit « mais nous, on n'a pas mis ça dans notre PV ». Quoi. Et l'administration, la direction, c'était DRH et DSI qui étaient les rapporteurs, donc tout va bien. Donc vous voyez un petit peu la partialité, elle passait par là. Et donc on répond point par point, 25 pages. J'envoie ça le 8 juillet au matin. Le 8 juillet à midi, je reçois un courrier comme quoi je suis destitué, je suis démis de mes fonctions de médecin-chef. Mais c'est pas disciplinaire, et puis vous pouvez rester dans le service. Hein. Bon. Là, je m'étais quand même mis en arrêt, parce que je me suis dit, il m'accuse de mort et tout ça, ça va aller jusqu'où hein. Bon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après il s'est passé que le service hospitalier a été fermé, c'est-à-dire que les patients ont été dispatchés, et quand il a rouvert porte fermée. Les contentions sont revenues, c'est-à-dire que tout le travail institutionnel qu'on avait fait pour se passer de ces trucs-là, et encore une fois, on avait les mêmes patients que les autres, a été détruit en très peu de temps. Tous les psychiatres du service sont partis, et puis, voilà, les psychos, les infirmiers et tout. Et bien entendu, en fait, là, c'est un point quand même hyper important, je pense, dans l'analyse politique des choses, mais politique au sens noble du terme, et pas politicard Bayrou Premier ministre. L'analyse politique, c'est de dire, en fait, si la direction ne lutte pas contre les abus, il va y avoir de l'abusif à tous les échelons. Et on voit bien, si le gouvernement, le gouvernement Macron et compagnie ne luttent pas contre les abus, voire entérinent les abus, voire sont abusifs eux-mêmes, forcément, ça crée une culture de l'abus à tous les étages. Bon, donc c'est un petit peu ce qu'on a vécu nous. Voilà. Et du coup, dans l'enquête administrative à charge, c'était quoi les trucs, les recommandations? Il fallait que je me forme au management. Bon. C'est très tendance. Hein? Ah oui, c'est très tendance. Mais en fait, parce que c'est quoi se former au management? C'est un certain type de management. C'est leur... ouais. Tu sais que quand tu es nommé chef de service, c'est le rôle de la direction de te proposer une formation dans les 6 mois qui suivent de management, justement. C'est obligatoire. Après, on discute. Ouais. Oui, mais alors du coup, tout ça, ils se sont réveillés 3 ans plus tard. Et puis alors, il faut nous former à la psychothérapie institutionnelle, si tel est le projet de Paul. Moi, il se trouve que je suis formateur pour des équipes, je fais des supervisions, je suis dans un truc de formation. Donc c'était assez marrant, quoi, les renversements. Il y a eu des renversements surtout. Bon. Donc, après la destitution, alors,
Premier truc de médiation, vous savez, Couty qui avait mis en place la médiation hospitalière, là. Ah, ça, c'est malin, ça. Vous êtes au courant de ça? Les trucs de médiation. Ah oui, la médiation, donc, c'est... vous allez avoir des médiateurs, mais par contre, vous engagez à pas porter plainte, hein. Alors j'ai dit, bah, allez vous faire foutre, parce que quand même, il s'est passé des trucs graves qui sont quand même indignes, quoi. Donc, bien sûr que oui, je vais porter plainte. D'abord pour le droit des patients, et ensuite par rapport à ce qui s'est passé là, qui est délétère, quoi. Bon, pour tout le monde. À quoi ça sert la médiation? Comment? À quoi sert la médiation? Ben alors, la médiation, c'est pour qu'on puisse discuter, puis s'arranger, et pour pas que ça sorte au grand jour, en fait. C'est ça les médiations, c'est ça les concertations, c'est la même figure, hein, c'est toujours la même chose. On discute en petit comité, et pour qu'il y ait hashtag pas de vague. Hein. Bon. Mais ça n'exclut pas de porter plainte. Hein? Alors, ça n'exclut pas de porter plainte. Parce qu'ils disent si la médiation s'arrête si vous portez plainte. Ah oui. Bon. Donc bye bye la médiation et bonjour la plainte. Voilà. Alors, tout ça pour dire que il y a plusieurs questions qui se posent. Et alors ça, c'est un grand classique. Moi, au moment de la destitution, là, j'avais envoyé un mail à un peu les collègues, il y avait les gens du Rouvray, puis il y avait d'autres gens, qui étaient, ça serait bien de faire un observatoire de la répression hospitalière. Parce que ce fonctionnement-là, il est partout. Il est systémique et il marche toujours de la même façon. J'avais écrit sur mon blog Mediapart la mécanique de la répression hospitalière pour un peu expliquer. Là, la collègue de Laval aux urgences qui s'est fait, pareil, destituer de ses fonctions de médecin chef des urgences sous prétexte qu'en fait il y avait une fusion des pôles. Mais non, c'est pas une mesure disciplinaire parce que vous avez ouvert votre gueule dans la presse, pas du tout. C'est juste parce que on modifie les périmètres des pôles, quoi. Donc ça, je pense qu'il y a un truc à faire là autour de cette répression, parce que les gens du Rouvray, qu'est-ce qui s'est passé? La direction a porté plainte pénale contre eux là quand il y a eu l'histoire des masques, que vous aviez pris des photos de masques sur une corde à linge qui était en train de sécher parce qu'il n'y avait pas suffisamment de matériel, et que ça c'est sorti de l'hôpital. Et il y a eu des plaintes de la direction. Alors ça c'est un grand classique, c'est-à-dire que les directions encouragent les professionnels à porter plainte contre les patients, et puis après, les directions s'engagent elles-mêmes à porter plainte contre les professionnels. C'est pour ça que je pense qu'au niveau syndical, je crois qu'il y a quand même un point pour les années à venir à penser, et moi en psychiatrie, vraiment, je tiens à ce truc-là, c'est-à-dire que comment on articule autrement la question de la défense des droits des travailleurs, des salariés, et la question des droits des usagers. Parce que ce que j'ai pu voir dans un certain nombre de services et d'hôpitaux, c'est que le droit des patients, on le sacrifiait sur l'autel du droit des salariés. Et alors là, il y a un champ quand même de pratiques hyper importantes à ouvrir, c'est-à-dire qu'on peut pas, moi je parle de la psychiatrie, hein, on peut pas faire de la bonne psychiatrie si c'est pas le droit des usagers qui est constitutif de notre travail, quoi. C'est pas possible à mon sens, parce que en fait on est garant de garanties constitutionnelles, et que les limitations à la liberté de circulation, etc., elles doivent être gradées, proportionnelles et tout, sauf qu'en psychiatrie, on a très vite fait d'être dans la culture de l'entrave. Alors, je développe ça dans le livre, là, Abolir la contention. Là. La culture de l'entrave, c'est que toutes et tous, pris dans un bain d'enfermement, on va avoir tendance à s'enfermer dans nos têtes, dans nos psychés, dans notre monde. C'est pas rien qu'il y ait plus de 45 à 50% des gens dans les hôpitaux publics qui votent Front National, Rassemblement National. C'est pas rien. C'est-à-dire que ça cloisonne dans nos têtes aussi. Du coup, cette culture de l'entrave, elle nous traverse toutes et tous. Même si vous êtes dans un service ouvert où il n'y a pas de contention, moi j'ai dû dénoncer un bizutage dans le service il y a quelques années, avant que je sois médecin-chef, où une jeune infirmière s'est fait attacher par ses collègues parce que c'était pour fêter son départ du service. Elle s'est fait attacher et plonger dans un bain dégueulasse, là. Tout ça a été filmé, c'était devant les patients, dans un service hospitalier. Alors quand on a dénoncé ça, les collègues ont dit « Ah, quand même, vous faites des histoires pour pas grand-chose, dans les autres services, ça se passe aussi. » Désolé, en fait, ça se passe peut-être dans les autres services, mais c'est une saloperie. Comment vous voulez soigner les patients des abus graves qui leur arrivent si vous ne soignez pas les abus vous-même qui se font dans vos services? C'est pas possible. Bon.
Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là pour qu'on puisse discuter. Et puis voilà. Merci. Merci. Alors, à vous la parole, Olivier. Et d'autres questions là tout de suite? Je note au fur et à mesure. Olivier, Basile, ok. Cyril, Elisabeth. Ok. Alors, moi je te remercie beaucoup parce qu'en fait, j'ai retrouvé beaucoup dans ce que tu as dit de ce qu'on a dans le combat du SNMHFO qui est très d'actualité. Et donc, en fait, il y a des parallèles à faire qu'on fait naturellement dans ce qui arrive à l'ensemble des médecins hospitaliers. À savoir, par exemple, ce qui est arrivé aux camarades de la Vienne, où on l'a suspendu. Alors, on ne l'a pas destitué de sa chefferie, on l'a suspendu. Mais grosso modo, on l'a retiré de force, d'office, de l'activité clinique. On ferme le service, et après on fait du service ce qu'on veut. À savoir, pour un service, c'est délocalisation, réouverture à Lyon ou de l'activité à Lyon. Pour le service de psychiatrie qui te concernait, c'était réouverture avec un autre cadre clinique et débricolage en quelque sorte de tout ce qui avait été constitué antérieurement et qui... 13 lits en moins aussi. Et voilà, ben ça tu l'avais pas dit, mais c'est important. Et probablement que la forme clinique que tu avais donnée ou que tes collègues aussi avaient pris empêchait justement cette fermeture de lit. Et c'est toute la nécessité du maintien de l'indépendance médicale pour pouvoir soigner les patients. Donc ça, c'est une première remarque que j'avais à faire. C'est-à-dire qu'en fait, on a les mêmes, et c'est pas forcément des sanctions. C'est juste qu'on a un obstacle qui s'appelle Mathieu Bellassem, qui s'appelle un tel, comment on fait? On va le suspendre pour pouvoir faire notre petite tambouille. Et puis après, quand il pourra reprendre, on lèvera la suspension. Et puis voilà. Deuxième chose sur ce que tu as dit sur les droits des patients et droits des usagers et droits du personnel. Alors nous, justement, au SNMHFO, il n'y a aucune opposition. Nous, on se bat pour pouvoir appliquer nos droits de médecins. Et c'est pour ça qu'on est un syndicat de médecins. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'opposition qu'on est un syndicat de médecins rattaché à une confédération ouvrière. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'on défend à la fois le droit des salariés, et on en fait partie. On fait partie de cet ensemble qui sont ceux qui gagnons notre vie par notre travail et pas par le travail des autres. Ça, on fait partie de ceux-là, et c'est pour ça qu'on est à FO. Et on fait partie aussi de ceux qui savons ce qu'il faut pour les malades et qui défendons le droit des médecins de dire que ce sont les médecins qui doivent dire ce qui est bien pour les malades et ce n'est pas les directeurs. Voilà. Et donc, à ce niveau-là, je te remercie beaucoup d'avoir défendu dans ton intervention la nature même du SNMHFO, qui est cette double appartenance. T'as pas une carte pour lui Voilà. C'est moi la trésorerie. Tu m'avais écrit le texte avant, alors. Faut passer au bulletin. J'ai terminé. À toi, Basile. Ouais, je me retrouve vraiment dans ce que tu dis et dans ce qu'on est vraiment exactement en train de suivre, avec ce truc que il y a vraiment des mécanismes pervers, parce que tu dis en effet, c'est pas à la direction de dire. Là, moi, dans mon hosto, ils ont trouvé un chef de pôle, et ça, il y a plein d'hostos où c'est ça, où ils trouvent un chef de pôle ou un président de CME, ou les deux, pour n'avoir aucun scrupule, etc. Et du coup, sur ce coup-là, ils se réfugient derrière le fait que c'est un médecin qui a dit, et donc qui a une autorité, en plus si c'est un universitaire ou un truc comme ça.
Et je crois que la difficulté est à démonter. Là, nous, toute la discussion qu'on a eue après la délégation à la RS hier, on a discuté 1h15 de comment est-ce qu'on formulait la revendication. Parce que, alors, a fortiori, peut-être en psychiatrie, il y a un côté, par rapport à d'autres spécialités, un peu encore plus social, quoi. Enfin, Et moi, j'ai dit, hier, je dis, on n'est pas des philosophes. Parce que il y avait une camarade qui disait, oui, mais il faut défendre la philosophie des soins. Et je dis, bien sûr que c'est ce qu'on fait derrière. Mais nous, en tant que syndicat, on n'est pas des philosophes parce que sinon, ça a été la fragilité de la bagarre quand ils ont fait la grève de la faim. C'est-à-dire que c'était un cri de désespoir où ils se sont mis en danger individuellement, et donc c'était pas une action syndicale. Parce qu'ils voyaient toute la psychiatrie institutionnelle être détruite, etc. Mais comme du coup ça a forcément une portée politique, ils ont réussi à raccrocher sur une revendication qui était d'avoir 30... une équipe d'infirmiers de 30 pour éviter, mais bon, ça a tenu 6 mois, et puis après, par des mécanismes de harcèlement, etc., de toute manière, ils peuvent faire sauter ces trucs-là. Et donc, je crois, pour répondre à ta question, je suis tout à fait d'accord avec Olivier, quand tu dis, comment faire, il y a un truc à travailler sur le sacrifice du droit des patients, sur l'hôtel du droit de salaire, quoi. Je crois que vraiment, enfin, nous, on essaie de formuler à chaque fois dans nos revendications, ce qu'il y a, c'est que défendre le droit du patient, en tant que syndicat, on ne peut le faire qu'à partir de la défense d'une revendication syndicale et donc de la défense de nos salariés. Nous, la bataille, elle est partie juste sur un truc tout con. Ils ont retiré la chefferie de service à la collecte. Et derrière, on tire le fil. Et donc, et je pense que c'est là-dessus qu'en effet, il faut creuser. Je pense que ce à quoi on peut faire, c'est bien être attentif dans tous les communiqués, dans toutes les prises de position, à redire en effet que, en dernière analyse, cette attaque contre les services, contre les collègues, parce que là, la collègue qui laisse barrer, c'est une attaque contre les patients toxicomanes qui avait une base de sécurité. Donc, de le formuler plus systématiquement, et après se pose la question, mais comme moi, ma compagne, elle est prof, et c'est aussi la question de quand les profs ils font grève ou ils revendiquent, à quel moment ils font un truc avec les parents qui signent. Alors en psychiatrie, c'est vrai qu'on est très vite, encore plus que dans les spécialités somatiques, il y a le risque de la manipulation, enfin des patients fragiles, etc. Donc, mais en tout cas, de le formuler spécifiquement, et pour le coup, partout dans les autres spécialités où c'est des spécialités somatiques, ne pas hésiter. Je peux dire 2 mots. Je t'en prie. En tant qu'invité, t'as aspect. Ouais, juste pour répondre à vos 2 interventions. Première chose, c'est la question de la personnalisation est un vrai problème. Parce que tu vois, là, ça t'a dit le docteur Bellassel, forcément, ça s'est personnalisé sur moi. Sauf que, en fait, c'était une culture de travail et une culture de soins. Là, tu dis philosophie. Faut quand même se rappeler le monde dans lequel on est. On est dans un moment où les services qui développent des contre-cultures à la culture de l'entrave, c'est-à-dire les services qui fonctionnent porte ouverte, qui ont peu de recours à l'isolement, à la contention, machin, sont attaqués par les directions et par les pouvoirs publics. 2 histoires. Il y a la réforme des autorisations en psychiatrie, là. L'hôpital de Laragne, dans les Alpes de Haute-Provence, ils n'ont pas de chambre d'isolement. Ça fait 50 ans qu'ils travaillent sans, ils reçoivent les mêmes patients que les autres. Eh bien, l'ARS leur dit, si vous ne construisez pas une chambre d'isolement, on vous supprime l'agrément. Dans le même temps, tous les hôpitaux qui se prennent des recommandations en urgence du contrôleur des libertés pour pratiques indignes, enfermement abusif, etc., eux, ils n'ont pas de problème pour avoir les agréments. C'est-à-dire que là, il y a un truc aussi de quelle culture de soins. Le haut du corps psychiatrique, moi je dis le corps psychiatrique, ça part des tutelles, ministère, ARS, et puis ça va jusqu'à la SH au plus près du patient. Mais est-ce qu'on soutient la culture de l'entrave ou est-ce qu'on soutient des contre-cultures à cette culture-là? Bon. Donc je crois que ça c'est hyper important, parce que l'autre chose qui va derrière, si on développe des contre-cultures, forcément il y a la question politique qui se développe très vite derrière. Bon, on m'a accusé, bien entendu, d'être un dangereux militant, activiste, de faire de la politique plutôt que de la psychiatrie. En fait, l'autre jour, il y a eu une discussion avec un médecin-chef de psychiatrie. Je lui disais tout le mal que je pensais de sa structure, qui avait répondu à un appel à projet pour faire toujours la même chose, du diagnostic et de l'évaluation, mais pas des soins. Et je lui dis, mais le problème, c'est que vous ne faites pas des soins. Il dit, oui, mais alors vous faites de la politique. Je lui dis, mais vous en faites autant que moi. En répondant aux appels à projets de l'ARS et en soutenant ces trucs-là, vous faites autant de la politique que moi. On n'est peut-être pas du même bord, mais vous en faites aussi, quoi. C'est-à-dire que les appels à projets de l'ARS, c'est une certaine vision du soin. Et en psychiatrie, bon, vous
connaissez, il y a les guerres de chapelle, les machins, mais là, c'est pas une guerre de chapelle, c'est est-ce qu'on est pour un service public accessible et qui se fonde sur les droits ou pas? C'est aussi simple que ça, quoi. Bon. Et la deuxième chose par rapport à cette histoire droit des patients, droit des salariés, plusieurs fois, plein de fois, en directoire, en CME, etc., les syndicats soutenaient la formation, les formations Oméga, à savoir comment éviter de se prendre des roustes ou comment casser un peu la gueule aux patients, soutenaient la construction de plus de chambres d'isolement, de plus d'UMD, de machin. Ça, s'il y a un imaginaire sécuritaire qui est soutenu par les syndicats, ça vient directement en confrontation avec les droits des patients. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire comment on va faire pour éviter de tomber dans l'ornière sécuritaire. Là, depuis 20 ans, la psychiatrie, elle est gangrénée par le sécuritaire, et donc on soutient, en tant que syndicat, des postures sécuritaires, mais qui vont contre le droit des patients. Le développement des unités de soins intensifs en psychiatrie, les USIP, c'est des UMD sans les garanties fondamentales pour les patients de droit. Les UMD, c'est hyper les unités pour maladies difficiles, c'est hyper légiféré. Hein. Il y a des commissions, des expertises, des machins, on n'y rentre pas et on n'y sort pas comme on veut. Les USIP, on peut y rentrer et ne pas en sortir comme on veut, il n'y a aucun droit. C'est des UMD sans les droits fondamentaux. Vous voyez, donc quand syndicalement on soutient les USIP, c'est un problème. Ça s'oppose directement aux droits des patients. Voilà, je m'arrête là pour ces deux petits points. Ok. Alors, on a Cyril, Elisabeth, Philippe et Mustapha. Et après, stop. D'ailleurs, vous avez 3 minutes max. C'est toujours la même heure, là, à l'horloge. Ouais, moi, je suis mon téléphone. Ah ouais, d'accord. J'ai mon téléphone Bon. qui court. Moi, Ça fait des merveilles, tu sais. j'ai plusieurs trucs qui me plaisent beaucoup dans cette intervention. Effectivement, donc tu as rappelé le contexte dans lequel on s'est connus, que d'ailleurs j'ai oublié, je me rappelais que j'avais une convergence de vues avec toi, mais je ne savais plus trop pourquoi. J'indique d'ailleurs qu'on a une discussion dans le Bureau national du cinéma chez Faux. On a d'ailleurs quelques adhérents qui rentrent de plus en plus, qui ne sont pas strictement hospitaliers. Parce qu'on se rend bien compte que le problème n'est pas que hospitalier. Donc, la médecine, on avait à un moment donné un mot d'ordre, la médecine est une et indivisible et tout ça. Donc, bon, ça c'est un petit appel du pied pour Mathieu. Et puis, cette histoire, il y avait dans la plainte qu'on a portée, parce qu'à un moment donné, pourquoi on décide de porter plainte? Bon, alors, tout le monde était très perturbé. À ce moment-là, il y avait beaucoup de gens qui raisonnaient sur des points particuliers qui pouvaient s'opposer. Mais il y avait un truc qui nous regroupait et qui regroupait tous les médecins, à quelques rares exceptions notables, qu'on a mis beaucoup en avant. Mais c'était, ah oui, mais attendez, on peut quand même pas arrêter de soigner les patients. On a attaqué le gouvernement pour défaut de combattre un sinistre. Parce qu'ils avaient pris toute une série de mesures qui n'étaient pas en... On voyait bien, ils ne combattaient pas le sinistre. Et tout ce qu'ils avaient trouvé à faire, c'est d'abandonner les patients. On a évoqué la psychiatrie, mais dans les EHPAD, dans tous les vieux, tous les machins, tout ça. Dans l'Isère, pendant 6 mois, il y a eu 4 AVC. On avait guéri les AVC. On voyait arriver à l'hôpital des insuffisances cardiaques à un degré jamais vu. Le cardiologue disait, j'ai jamais vu ça. On a vu des strumites. Donc ceux qui ont internet, ils cherchent ce que c'est qu'une strumite. Il n'y a pas un endocrinologue là-dedans. Parce que, voilà. Donc on avait abandonné les patients. Et moi j'ai juste une nuance par rapport à tout ce qui a été dit. On a eu un bel accord des spécialistes du cerveau, neuropsychiatres, psychiatres, neurologues. Bon, moi je considère pas que ce soit un cas particulier. Quand il me dit ouais, mais il y a une culture asilaire, il y a tout ça, il y a la culture de patients très très faibles qu'on enferme et tout ça. Mais moi je vais aux urgences au CHU de Grenoble et j'enferme des patients très très faibles pendant 24 jours, elle a dit Stéphanie Bernard. T'en as qui arrivent, ils ont 182 de natrémie. On a dû les enfermer un peu et sans leur donner à boire. Et ainsi de suite. Donc le vieux qui passe la nuit sur le brancard et tout, il n'a pas respecté son droit régalien, comme tu dis là. Donc moi je vois pas la différence d'essence, mais bon, c'est une petite polémique pour spécialistes, on s'en fout. Et effectivement là ça rejoint complètement notre combat qui est articulé complètement, comme a bien expliqué Olivier, articulé complètement avec les droits des patients. Et plus qu'articuler avec le droit des patients, je dirais d'impliquer systématiquement les associations de patients
et, comme tu dis, les citoyens plus Je suis globalement. d'accord qu'articuler, c'est trop faible comme mot. Mais complètement convergent. Voilà. Et ben, j'ai fini. Hein. Juste un truc par rapport au dossier administratif, vous savez, pourquoi on prend le dossier administratif? Pourquoi il faut vite prendre ton dossier administratif? Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent des pièces. Et ça, quand tu dis ça à un médecin normal qui t'appelle en disant ouais, moi, gna, 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 tu dis dépêche-toi parce qu'ils rajoutent des pièces, tu dis oh bah quand même pas. Bah si. Je t'assure que tous font ça. Et ils en enlèvent. Moi j'ai demandé à rajouter, ils rajoutent les pièces qu'ils avaient au livre. Madame la Présidente, j'ai fini. Elisabeth, à toi. Oui, alors ton histoire, Mathieu, illustre des techniques des directions pour désinguer des services. Et donc le gros truc, c'est de dire qu'un médecin a un mauvais comportement. Bon, alors toi, ils sont allés jusqu'à chercher des morts imaginaires, mais des fois, ils ont des choses un petit peu plus consistantes, de médecins qui puissent se mettre en colère, voilà. Et que, donc, ils mettent en avant que ça va à l'encontre de ses obligations statutaires et professionnelles. Voilà. Donc, l'exercice hospitalier est devenu difficile. Il faut retenir toutes ces colères, parce que sinon, nous en tiendrait compte. Hein. En disant qu'on a eu des propos outranciers ou des choses comme ça. Bon, toutefois, le devoir, on sait que le devoir de réserve ne tient pas dans la mesure, de dénoncer une situation, dans la mesure où la situation dénoncée est constitutive d'un danger grave et imminent pour le patient. Donc ce que tu as fait, c'est que tu devais le faire et tu aurais été coupable, effectivement, de ne pas le faire. Donc cela à titre personnel, évidemment. Bon, pour les syndicats, cette notion de réserve est plus large et elle s'étend en dessous des dangers imminents très graves. Alors, il existe, donc moi j'ai lu en détail la décision des défenseurs des droits qui dit donc qu'il y a une procédure d'alerte logique définie par la loi quand on est témoin dans le service, puisqu'on est à l'hôpital, de déviance, d'abus. Et d'abord on signale à la hiérarchie. Alors si c'est un crime, c'est directement au procureur, mais bon, s'il y a des abus, des dysfonctionnements graves qui mettent en danger les patients, donc d'abord on signale à la hiérarchie, et si rien n'est diligenté, donc on peut se tourner vers l'autorité judiciaire administrative et puis aux ordres professionnels, et si rien du tout n'est diligenté au bout de 3 mois, alors ça dépend de la nature du danger, et bien on peut rendre public, on peut faire un signalement public. Voilà. Et donc tout est fait donc actuellement pour pas bâillonner le médecin en pointant son comportement trouble-fait, et c'est marrant quand tu parles du bizutage dont tu as été témoin, tu as été le trouble-fait. Voilà. Et donc ce trouble-fait est qualifié donc de personnalité qui a des difficultés à travailler de concert avec la direction. Enfin voilà, donc il y a des mots valises comme ça qui collent sur les comportements des médecins, et donc et puis pointent des manquements qui peuvent être à la fois anodins, d'autres qui peuvent être à la fois réels, soit transitoires, soit voilà. Donc pour mettre en cause. Et alors les représailles, par exemple, tu as retiré ta fonction de chef de pôle, ailleurs c'est chef de service, c'est présenté comme une sanction, mais en fait ce n'est pas une sanction disciplinaire. Hein. Et donc toutes ces mesures défavorables sont prises, parfois disproportionnées, donc à la suite d'une enquête à charge, et ça, c'est la technique. Hein, voilà. Donc bien sûr que ces techniques de destruction donc, transforment des désaccords qui existent sur le travail dans toutes les équipes pour en faire des histoires de personnes, c'est mieux. Donc on instrumentalise les conflits d'équipe, les traits de caractère, évidemment, parce que bon, nous sommes assez nombreux à avoir des caractères un peu trompés, et aussi, bien sûr, on instrumentalise, merci, l'effet MeToo, hein, donc si on peut en coller, mais n'empêche que ça existe aussi, des vrais abus à l'hôpital, ça existe. Donc tout ça, ça permet une confusion, voilà. Et évidemment, donc l'enquête administrative, donc la gestion de ces conflits, alors que la gestion des conflits nécessite de l'écoute, de l'accompagnement, de la médiation pour être résolue. Et donc qu'est-ce qui nous est opposé? C'est le clash, hein, la rupture, tout est fait pour qu'il y ait rupture, pour qu'il y ait abandon.
Voilà. Et bien sûr, si on demande, c'est fin de non-recevoir, isolement de la personne et clivage. Parce que vous savez bien que c'est plus simple de reconstruire quand tout est détruit. Hein. Vous connaissez donc le nouvel hôpital de Macron. Hein. C'est plus dur de réinventer quand on n'a pas tout détruit. Donc c'est complètement dans la ligne. Et ça, il faudrait que beaucoup en prennent conscience pour qu'on dise vous la jouez comme ça. Il y a des manœuvres d'intimidation et c'est de dire le droit qui permet d'y résister. Parce que sinon, on intimide tout le monde. Voilà. Merci Elisabeth. Deux minutes. La première chose, interventions. c'est sur la question de Cyril, là, d'enfermer, etc., aux urgences et tout ça. J'ai écrit le bouquin, là, Abolir la contention, sortir de la culture de l'entrave, pour problématiser aussi ce terme de soins qui se pose sous un... C'est un mot problématique en psychiatrie. Depuis 2011, on a la loi sur les soins sans consentement en ambulatoire et à l'hôpital. En fait, des soins sans consentement en psychiatrie, ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous pouvez enfermer, dire à quelqu'un de rester à l'hôpital, etc., enfin, avoir tout un tas de mesures de contrôle, de contraintes, mais de dire que ça, c'est des soins, c'est une dérive, en fait. Peut-être que ça peut permettre des soins. Là, dans ton exemple, le mec, s'il est agité, on ne peut pas le faire autrement, c'est une mesure de contrôle, de sécurité pour lui et pour les autres. Mais de dire que c'est un soin, ça veut dire qu'on fait ça pour son bien, et ça peut nous dédouaner de penser comment on peut faire autrement. Moi, la question, c'est que les contentions en psychiatrie, par exemple, la plupart du temps, elles sont punitives. Il y a des fois, dans les rares cas, comme tu as cité, ça peut être des mots, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et que là, la personne, sinon, elle va s'énucléer, elle va faire des trucs graves, etc. Ok. Mais la plupart du temps, c'est comme les isolements, c'est, bon, là, ils font chier les patients, et puis on ne travaille pas l'ambiance du service, et donc on va avoir recours à des pratiques comme ça. Bon. Ça, c'est pour nuancer un peu, et je pense que vraiment, ne pas tout mettre sous le terme de soins, ça serait quand même de salubrité publique. Oui, c'est des mesures de contrôle, de sécurité, mais dire que c'est des mesures de soins, ça implique qu'on fait ça pour le bien, donc on peut faire ce qu'on veut. Et ça, c'est pas bon. Deuxième chose par rapport à ce que tu as dit, là, le défenseur des droits, alors il se trouve que c'est public, donc je pourrais vous l'envoyer, et puis vous pourrez regarder, parce qu'en effet, il y a tous les critères de la loi Sapin 2, parce que moi quand j'ai fait le signalement, c'était en 2020. En fait, la loi sur les lanceurs d'alerte, elle a changé là il y a peu de temps, et donc c'est assoupli au niveau des critères, par exemple l'histoire d'avoir prévenu la hiérarchie avant. Quand il y a un truc grave, en fait on n'est pas obligé de la prévenir avant quand c'est vraiment très grave. Bon. Et il faut aussi un autre truc que tu n'as pas cité, il faut agir de bonne foi. L'hôpital, par exemple, essaye de dire qu'en fait, c'est pas de bonne foi, c'était pour me faire mousser médiatiquement, voilà, tout ce truc-là, machin, bon, bref. Donc, c'est des trucs assez intéressants, bien sûr. Et je termine juste, il y a aussi la question de l'honneur, quoi, enfin, ou de la dignité, quoi. Je veux dire, moi, on m'a accusé de trucs, je passe mon temps à me battre pour que les patients, ils aient le droit à la parole et leur parole soit transformatrice du lien aux autres, quoi. Et là, on m'accuse de ça, quoi. C'est indigne, quoi. Donc, c'est pour ça que quand on aura un peu des idées sur ce que va faire le procureur de la République, on va faire une conférence de presse, je vous indiquerai, parce que je pense qu'on peut se servir de ce moment-là aussi pour poser la question de c'est quoi la répression hospitalière en ce moment, quoi. Donc là, avec le statut de lanceur d'alerte, ça permet déjà de dégager des marges de manœuvre, mais comme tu disais là, tout à l'heure quand on discutait, c'est clair que moi, voilà, ça s'est posé comme ça, mais avec le droit syndical, c'est la même chose. Il y a une répression syndicale hyper grave et importante, quoi. Les copines des Pinel en lutte à Amiens, etc., et puis tout un tas d'autres lieux, elles se sont fait défoncer, quoi, après cette soulevée, alors qu'elles étaient, un certain nombre d'entre elles, syndiquées. Voilà ce que je... Moi, je voulais dire simplement que la psychiatrie et la dictologie sont dans le collimateur de ceux qui souhaitent économiser les bras et les lits. Ça fait longtemps qu'on dit que les lits de psychiatrie sont supprimés progressivement dans les hôpitaux. Ça a été le cas à Montpellier. Et pour la dictologie, les services tout entiers disparaissent dans certains établissements. Moi, ma fille a travaillé dans ce secteur, elle est médecin généraliste, et elle m'a bien indiqué ce qui se produisait, parce que ce sont des disciplines, comme les autres en médecine d'ailleurs, qui ont besoin de
de beaucoup de présence, de travail, de précision, j'allais dire, dans les relations, et qui sont assez complexes, et qui vont en augmentant, parce que la population en a besoin. Je pense qu'il y a là moyen de s'exprimer publiquement. Parce que les princes qui nous gouvernent n'ont de cesse dans leur discours que de dire une société d'autant plus évoluée, d'autant plus fraternelle, qu'elle prend soin de ceux qui sont les plus fragiles. Mais le résultat, quand on regarde, c'est que les services diminuent, les lits disparaissent, et il y a un traitement second de ces deux disciplines qui sont pour moi fondamentales, et que je relierai aux urgences. Parce que dans l'hôpital, une grande partie des urgences aussi, que ce soit de nuit, que ce soit de jour, a à gérer les hospitalisations d'office, à gérer toute une série de pathologies qui relèvent de la psychiatrie et de la dictologie. Donc je pense qu'il faut peut-être s'exprimer là-dessus. Voilà, en tant que syndicat, c'est une proposition. Merci. Ce sera la dernière intervention sur le sujet. Juste, moi, oui, je souscris à tout ce qui a été dit. C'est vrai que bon, il y a la médecine psychiatrique, la médecine psychiatrique, la psychiatrie et l'aide somatique, comme vous avez fait le truc, mais moi je mettrai tout, donc tout est. Je mettrai tout dans le même panier. Donc la psychiatrie, effectivement, c'est particulier. La médecine somatique, elle est aussi malade que la psychiatrie, voire même plus, pire encore. Et je veux dire, vous nous avez décrit les leviers des directions. Les leviers de direction, c'est quoi? Les leviers de direction, c'est la direction des soins, le premier truc. Quand ils veulent tuer un médecin ou un chef de service, ils vont dire, voilà, donc ils agissent sur donc, la direction des soins. Et aujourd'hui, donc, dans tous nos hôpitaux, vu l'évolution des gouvernances, Loaris, les compagnies, ce qu'on avait parlé ce matin, et ben, donc par ce biais-là, donc ils vont sabrer tous les projets médicaux. On dira, c'est pas adapté, c'est ceci, c'est cela, et tout. Donc on peut proposer tout ce qu'on veut. Le deuxième levier, donc, des directions, c'est quoi? Donc c'est la qualité et le risque. Aujourd'hui, donc c'est une façon de rentrer dans le secret médical. On va vous dire, docteur Bellassel, eh bien vous ne faites pas votre travail comme il faut. Une directrice qualité, elle va vous montrer quoi? Les recommandations de l'HAS. Mais de quel droit une directrice, elle va venir vous dire, ah, vous ne faites pas correctement pour ce patient-là, vous n'avez pas fait ce qui est écrit là, ce que l'HAS, donc elle dit. Et ça, donc c'est une façon de rentrer dans le monde médical où on était les rois, donc secret médical, secret professionnel, je suis avec mon patient, eh bien c'est plus ça aujourd'hui. Donc ils sont invités. C'est le deuxième, ce que vous décrivez. Donc là, après, la direction vis-à-vis de la direction, donc le troisième point, donc ce que vous avez donc dit aussi, c'est l'utilisation des audits, ou donc ce que vous avez appelé enquête administrative. C'est quoi l'enquête administrative? Donc qui va être à charge, qu'on va donner à quelqu'un à l'extérieur. C'est des sociétés externes. Moi, je l'ai vécu, donc l'enquête administrative. Et bien, donc à la fin, il y a un compte-rendu. Heureusement, donc il y a eu 2 comptes-rendus de trucs. Il y a un médecin, j'ai 75 médecins dans le service, j'ai 75 médecins. Et bien, donc il y en avait un qui a dit à Selma, ça j'ai jamais harcelé, c'est engueulé avec un de mes chefs d'unité, parce que j'avais 10 chefs d'unité dans le service. Et ben donc il ne s'est pas entendu avec un, je ne sais pas, sur le planning ou je ne sais pas quoi. En plus, le gars, il choisissait donc où il travaillait, comment il travaillait. Et donc voilà, on me fait donc une enquête à charge, effectivement. Et ben donc la direction, donc ils m'ont fait les conclusions, la direction a tout écrit, un rapport. Et 2 mois après, eh ben la société privée va faire son compte-rendu. Et ben c'est quoi donc les comptes rendus des entreprises privées à qui on va donner 50 000 € pour faire un truc? C'est pour tuer la personne. Et bien sûr, c'est pour tuer la personne. C'était 2 comptes rendus complètement différents.
Il y en a un qui a dit c'est banni, il a harcelé personne. Donc en plus c'est une enquête donc, à charge, il ne fallait pas faire comme ça. Plusieurs médecins ont écrit pour dire voilà, donc il faut arrêter ça. Et l'autre, il répondait à une question parce qu'on veut vous exécuter. Tout simplement. Donc c'est pour ça que ces enquêtes administratives, donc il ne faut pas les accepter. Bon, elles sont imposées. Mais attention, ne les prenez pas comme... Donc, mais par contre, ne les prenez pas comme étant une solution pour vous. Non, ils viennent pour vous tuer, pour vous exécuter. Parce que, non, c'est de l'argent. Je finis donc mon intervention donc sur... je ne sais plus, donc j'ai un trou hier. Il y a un truc... donc, je sais plus. Donc, voilà. Bon, en tous les cas, ce que vous avez dit, il y a un truc hyper intéressant dans ce que vous avez dit. Parce que quand on regarde, on va aller où? On va aller vers le conseil. Donc le conseil d'administration, non pas de conseil, c'est plus le conseil d'administration, le conseil de surveillance. On va bloquer le conseil de surveillance comme ça a été fait dans le Rouvray. Donc d'accord, comme ça a été fait donc là. Est-ce que donc c'est efficace? C'est pas efficace. Il faut inviter les médias. Il faut pas inviter les médias. Et comment donc on peut agir? Mais en réalité, donc les choses, on a l'impression que les choses sont décidées. Elles sont presque déjà faites. Et comment bloquer ça? Moi, je trouvais donc il y a une idée qui est très intéressante. Là, c'est l'histoire de ce que vous avez dit, un observatoire. Un observatoire, on peut l'appeler une espèce de... comme on fait en médecine, on fait pas des cahiers, mais des espèces... Non, mais j'ai oublié donc, le terme exactement. L'observatoire des gens qui sont harcelés à l'hôpital par les administrations. Attention, il y a aussi des collègues qui sont présidents de CME qui vont vous ce que je disais tout à l'heure, donc vas-y. Donc souvent, il y a un chef de pôle, il y a un PCME, ils sont dans le même truc, parce que leur logique, donc, c'est de réduire des lits, c'est de licencier ou déplacer même des infirmières, parce que c'est ce qu'ils ont fait à Montpellier, pour ce que je disais ce matin, la chirurgie infantile. Ils voulaient déplacer les infirmières et les puères d'un endroit à un autre, parce qu'ils manquaient de l'autre côté. Donc du coup, ils ont supprimé là parce qu'ils ne veulent pas recruter de l'autre côté. Et donc du coup, cette idée d'observatoire, donc aujourd'hui, parce qu'on est à l'ère de l'Internet, on est à l'ère des réseaux sociaux, donc moi je pense qu'il faudrait la creuser pour voir comment on peut avoir un impact pour dire, eh ben c'est comme donc, sur la carte donc, de notre territoire, la France, boum, 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 donc il y a un qui est harcelé, donc il y a un autre, et ça va augmenter, c'est comme le Téléthon, et que ce soit, non mais c'est vrai, donc à un moment donné, il faut que ça soit... Il faut l'arrêter là. Donc il faut que ça soit, mais... Donc voilà, donc j'ai fini, il faut que ça soit vraiment, donc un truc, il faut que ça touche tout le monde, il faut que tout le monde dise, on est là, donc parce que... Donc ça devient compliqué. Non mais juste, moi je tiens au terme de répression par rapport au terme de harcèlement. Parce que harcèlement, c'est trop fourre-tout. Répression, il y a une dimension directement politique là-dedans, quoi. C'est-à-dire, c'est comme quand vous êtes en manif et que vous faites gazer, quoi. Là, il y a de la répression hospitalière comme il y a de la répression policière face à une logique systémique. Je pense que c'est important, ouais, je m'arrête là. Eh bien, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Pas pouvoir rester là. Je voudrais une précision sur l'audit. Quand j'entends souvent que les audits, enfin, contrairement à nous les PNL, on peut imposer notre prestataire d'audit. Et j'entends que pour les médecins, pour l'audit, nous, pour les PNL, quand on décide d'une enquête, pour mettre la neutralité des deux clans, eh ben on impose un nom extérieur. Bon, est faux à des prestataires d'audit et qui évite aussi, comme vous dites, il n'y a pas de CHSCT médical. Oui, mais vous n'êtes pas en droit, vous, dans votre... de dire, on demande une neutralité, nous aussi on a des cartes. Ça, c'est une idée aussi à faire. C'est une idée que je vous donne parce que ce que j'entends sur les audits, finalement, ils sont déjà fusillés contre vous. Non, mais ça n'existe pas légalement, tu peux proposer rien du tout. C'est la direction qui décide. Avant, c'était régulé. Normalement, c'est régulé par le Conseil de l'ordre, par les CME, tout ça.
ou par l'IGAS éventuellement, mais on n'a pas de, il n'y a pas d'histoire de C'est prestataire. les syndicats qui proposent au CHSCT des audits. Mais c'est pas la même chose que les enquêtes administratives qui sont à l'intérieur de l'hôpital faites par les directions. Quoi. Mais on choisit notre prestataire extérieur. Au CHSCT, On a ouais. accord avec... Voilà, F3SCT maintenant, c'est ça. Hein, c'est pas- Et juste, je crois qu'il faut juste pas mettre de côté la question du rapport de force. Parce que nous, c'est bien ça. Nous, l'audit qui a été fait après la grève de la faim et tout, c'était la boîte. Mais s'il n'y a pas le rapport de force, et comme c'est ce que tu dis, la question de la chronologie, ils peuvent aller très vite, mais ils peuvent aussi faire durer très longtemps. Et c'est comme ça qu'on on élabore la revendication en fonction de ce rapport au temps. Il y a des fois où il faut avoir, je crois, des revendications qui sont immédiatement sur des trucs immédiatement saisissables, et puis d'autres fois où on va faire des revendications qui vont être plus systémiques. Ça dépend de la réponse qui est en face. Et du coup, les observatoires sont des outils préparatoires, mais malgré tout, moi, ce dont je suis convaincu, c'est que même avec des observatoires et tout, et c'est pour ça que nous, on veut chercher le rapport de force, le conflit, la conflictualisation avec l'ARS, parce que c'est la place du syndicat. Et donc, l'observatoire, il sera utile que s'il y a un syndicat qui dira il y a ça, on ne lâche pas. Quoi. C'est le mot de la fin. Il a dit tout à l'heure qu'il voulait faire des études. Merci beaucoup. Bah, merci C'était à super vous. la discussion et tout, super. Merci.